Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons parler sur un aspect de la physiologie animale qui est les potentiels de membrane. Alors tout d'abord on va définir le potentiel de repos et puis après le potentiel d'action. Alors chaque cellule elle a un potentiel particulier, c'est-à-dire toute cellule elle a toujours des charges négatives à l'intérieur et des charges positives à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer, quand on parle de potentiel de repos, on va mesurer le potentiel, c'est-à-dire la différence de charge de part et d'autre de la membrane. Alors, les charges négatives à l'intérieur de la cellule sont dues à la présence des protéines. Alors, on va prendre n'importe quelle cellule, que ce soit nerveuse, que ce soit du cœur, musculitique, lisse, n'importe quoi. Par exemple, on va choisir la cellule nerveuse. On va le mettre ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour mesurer la différence de charge de part et d'autre de la membrane, on va introduire un macroélectrode dans le milieu. Ça, c'est le milieu physiologique qui permet la survie de la cellule. Milieu physiologique. Et un microélectrode à l'intérieur de la cellule. Et on va mesurer la différence, c'est-à-dire la DPP, la différence de potentiel de part et d'autre de la cellule, grâce à un oscilloscope. Ça s'appelle un oscilloscope. Permet de mesurer la différence de potentiel de part et d'autre de la membrane. Par exemple, ça c'est V1, ça c'est V2. Alors ça, dans l'état normal, il n'y a pas de stimulation, il n'y a rien. Alors, V1 moins V2 donne le potentiel de repos, c'est-à-dire de repos à l'état stable. Alors, le potentiel de repos se diffère d'une cellule à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, les cellules de l'ovocyte, il est de moins millivolts. Par exemple, dans les cellules nerveuses, il était de moins 70 millivolts. Et par exemple, dans les cellules de muscles lisses, il était de moins 50 millivolts. C'est-à-dire le potentiel de repos d'une cellule se diffère d'une cellule à l'autre. Alors, ce potentiel de repos, il a comme caractéristique, il est toujours stable. C'est-à-dire, je vais écrire ici, c'est-à-dire que, notez bien que les cellules ayant un potentiel de repos stable, c'est-à-dire qui ne change pas. Par exemple, les cellules nerveuses, c'est moins 70 millivolts. Ça reste moins 70 millivolts. Ça ne change rien. C'est-à-dire ce sont des cellules qui ont la propriété d'être excitatrices. Ce sont des cellules excitatrices qui possèdent un potentiel de repos stable, qui ne change pas. Alors voilà donc d'une manière générale comment peut-on mesurer le potentiel de repos. Le potentiel de repos, il mesure la différence de charge de part et d'autre de la membrane dans un état stable, dans un état d'une cellule qui est mise dans des conditions stables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stimulation. Alors, on va essayer tout d'abord de voir quels sont les ions qui sont responsables sur ce potentiel. C'est-à-dire les ions responsables qui déclenchent le potentiel de repos. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Responsable du potentiel de repos. Alors, on va essayer de mesurer le potentiel de repos
pour chaque ion, surtout le potassium, sodium et le chlore. C'est-à-dire, on a notre cellule nerveuse, par exemple. Voilà. Et on va ajouter dans le milieu extracellulaire une gamme de concentration. Par exemple, le potassium à 4 millimolaires, 20 millimolaires, etc. Une gamme de concentration de potassium. Et on va faire varier dans le milieu extracellulaire. On va faire la même chose ici. La même chose pour sodium. On va prendre le sodium, on va rajouter le sodium dans le milieu extracellulaire, c'est-à-dire à différentes concentrations, c'est-à-dire avec une gamme de concentration qui est croissante. Et puis le chlore, dans le milieu, toujours dans le milieu extracellulaire, une gamme étalant du chlore. Après avoir varié ces concentrations dans le milieu extracellulaire, toujours on a le microélectrode et le macroélectrode qui sont reliés avec un oscilloscope et qui permettent de mesurer toujours le DTP. Alors, et quand on mesure par exemple du potassium qui est là, on trouve cet enregistrement qui est là. Et si vous avez ici la concentration, par exemple ici c'est 100 millimolaires, concentration millimolaire, du potassium, c'est 4 millimolaires, 4. Et puis ici c'est le potentiel de repos. Et ici c'est la valeur 0. Et ici c'est la valeur moins 60 millivolts. Potentiel de repos, moins 60 millivolts à 4 millimolaires. Si on fait augmenter la concentration du potassium, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater qu'il y a une augmentation vers les valeurs positives. Par exemple, plus 40. Et on va faire la même chose pour le sodium. Toujours en tenant compte de ce que se passe-t-il ici tout en mesurant le DTP. Alors pour sodium, concentration, c'est-à-dire de sodium, et la concentration du chlore. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'ils ont donné le même résultat. Alors, toujours le potentiel de repos pour une cellule nerveuse, elles ont donné presque un résultat qui est comme ça. C'est-à-dire, alors, on va analyser cette courbe-là, c'est-à-dire, plus donc on a la courbe qui est le potentiel de repos en fonction des ions, surtout ici le sodium et le chlore, plus on augmente la concentration en sodium et en chlore, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il n'y a pas de changement du potentiel de repos. Le potentiel de repos reste toujours à sa valeur stable. Or, par contre, ici, pour le potassium, au-delà de la valeur 4, de la concentration 4, si on dépasse la concentration 4, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation vers les valeurs positives, c'est-à-dire c'est une sorte de dépolarisation. C'est-à-dire que le potassium, l'ion potassium, conclusion, que le potassium joue un rôle très important dans le déclenchement des potentiels de repos. Voilà.
Alors, d'abord, on va comparer le potentiel d'équilibre du potassium et le potentiel de repos. Et on va voir. Alors, après avoir ça, on va parler de comparer le potentiel d'équilibre du potassium avec son potentiel de repos. Le potentiel d'équilibre il est calculé par l'équation de Nernst. Alors, le potentiel de repos toujours, comme on a déjà vu, le potassium. Si c'est la concentration en potassium, si c'est le potentiel de repos. Le potentiel de repos. Nous avons vu que nous avons déterminé par le potassium, qui est l'ion, qui est responsable sur l'apparition bien le déclenchement du potentiel de repos. À une valeur de 10 millimolaires, le potentiel d'équilibre, il suit le même trajet. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Que le potentiel de repos avec le potentiel d'équilibre, c'est que le potentiel de repos est plus positif que le potentiel d'équilibre. C'est-à-dire, alors, on constate que à une valeur supérieure à la concentration de 10 millimolaires de potassium, que le potentiel de repos que le potentiel d'équilibre. Mais avant cette valeur-là, en arrière de cette valeur, il y a ce qu'on appelle la non-coïncidence entre les deux courants. Mais ils ont posé la question pourquoi cette la non-coïncidence elle était due ou quoi. Ils ont compris qu'il était dû à l'entrée des ions de sodium. L'équation de Nernst, il n'est pas applicable ici, donc ils font appel à une autre équation, c'est ce qu'on appelle l'équation de Goldman. Alors l'équation de Goldman, il tenait compte à la perméabilité des autres ions. Alors, dans une cellule quelconque, que ce soit nerveuse, que ce soit autre, il y a toujours un influx entrant de sodium et une grande sortie de potassium. Ça, dans l'état normal, c'est-à-dire la concentration de sodium extracellulaire, elle est supérieure à la concentration de sodium intracellulaire. Et également le potassium intracellulaire supérieur à la concentration de potassium à l'extracellulaire. Et également, il ne faut pas oublier qu'il y a les pompes qui fait le transfert, qui fait l'échange cette fois-ci contre le gradient. C'est-à-dire il fait sortie, puisque le sodium entre, il fait sortir vers le milieu extracellulaire 3 ions de sodium et il fait entrer contre le gradient de potassium. C'est la TPase, la pompe sodium-potassium, pompe sodium-potassium ATPase. Et quand on mesure le potentiel de repos dans une cellule quelconque, il doit être stable. S'il est stable, alors ce sont des cellules qui ont la propriété d'excitabilité.
d'excitabilité.